La situation, Larry, en Europe est pire que ce qui se passe aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le colonel Jacques Bou. Il est sous sanction de l'Union européenne. Ouais, tu as mis ton nom sur la liste? Ouais, j'ai envoyé mon nom. Bien. Larry, ce qu'ils lui font, ses comptes bancaires sont gelés et il ne peut pas y accéder. Il pourrait aller en Suisse puisque ce pays ne fait pas partie de l'Union européenne, donc il n'y serait pas sanctionné. Mais il ne peut pas quitter Bruxelles. Il vit à Bruxelles parce qu'il est sous sanction. Il ne peut pas sortir de Belgique. Il n'a pas un passeport suisse. Si, mais il demande au gouvernement suisse de faire quelque chose à ce sujet. C'est tellement étrange. C'est tellement... Ces gens sont exactement ce qu'ils accusent Poutine d'être, et Poutine ne l'est pas. Ce sont des dictateurs totalitaires, et ils considèrent cela comme le seul moyen de se sauver d'une solution politique inévitable à leurs problèmes, à savoir qu'ils vont être évincés du pouvoir. Mais ça, c'est à court terme. À moyen terme, ils vont utiliser l'Ukraine pour faire tout ce qu'ils peuvent afin de conserver le pouvoir. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de créer des situations d'urgence, de créer une menace, de créer un problème. Cela donne l'impression que vous êtes la seule personne capable de gérer la situation. Donc il faut vous garder en place pour la gérer. Cela vaut aussi pour la direction de l'UE et dans une certaine mesure pour la direction de l'OTAN à Bruxelles, la direction uniforme de l'OTAN à Bruxelles, ce qui est inquiétant. L'une des choses qui m'inquiète en Amérique, avec ce genre de situation, c'est que cela va entraîner une réduction presque immédiate du budget du département de la Défense de 50% ou plus. Autrement dit, on parle de retirer un demi-billion de dollars. Nous avons désormais une armée qui pourrait bien avoir un problème avec cela. Et que veux-je dire par « pourrait bien avoir un problème avec cela » ? Ils pourraient le contester. Et si l'on combine cette contestation de la réduction de leur budget avec un Congrès absolument servile et lâche, ainsi qu'un président qui pourrait vouloir utiliser cette armée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle est conçue, alors on se retrouve avec un autre problème dans l'Empire. On se retrouve soudainement avec un coup d'État entièrement soutenu par l'armée, parce qu'elle ne veut pas perdre son argent. Et la difficulté, bien sûr, c'est de savoir où ils vont trouver cet argent. Parce qu'il n'y en a pas, Nima. Il n'y a pas d'argent. Si la Chine ne se manifeste pas et n'accepte pas de nous renflouer, en somme, et je pense qu'ils pourraient y être favorables, car eux non plus ne veulent pas voir tout s'effondrer de manière catastrophique. Mais si elle ne le fait pas, alors je ne sais pas où nous pourrions trouver une telle somme. Elle n'existe nulle part ailleurs dans le monde, et personne n'achètera nos bons à ce niveau-là. Tu le sais, ils ne le feront tout simplement pas. Même les Japonais ne le feront pas. Ils ont actuellement leurs propres problèmes budgétaires, qui sont, disons-le, gigantesques. J'ai dit que je ne pensais pas vivre assez longtemps pour voir cela, mais je crois que je vais le voir. C'est pour demain matin. Je ne comprends pas. Si les États-Unis sont dans une situation aussi critique, pourquoi le président ne fait-il rien à propos de la guerre en Ukraine? Parce qu'il me semble qu'il se contente de jouer avec toute cette affaire ukrainienne, en se vantant de la manière incroyable dont il vend des armes aux Européens et en tirant profit, tu vois. Je vais te dire la même chose que j'ai dite à Glenn ce matin. Tu sais, on en plaisante un peu. Ce qu'on fait, c'est offrir aux Européens des armes que nous n'avons pas, contre de l'argent qu'ils n'ont pas, pour les donner à l'Ukraine, qui n'a pas de soldats pour les utiliser. Voilà ce qu'on fait. Et tout cela ressemble à une sorte de système de Ponzi, si tu veux. Les Européens sont pris au milieu de tout ça, et ils veulent y rester. Ils veulent donner l'impression que tout va bien. Parce que, comme tu viens de le dire,
c'est la seule façon pour eux de rester au pouvoir. Et je suis vraiment inquiet pour ce flanc nord, surtout quand j'entends des gens dire des choses comme « Eh bien, si Trump peut s'en prendre à un pétrolier vénézuélien, nous, on n'a qu'à s'en prendre à un pétrolier russe dans la Baltique. » Parce que Poutine a déjà dit « Si vous vous en prenez à un pétrolier russe dans la Baltique, vous allez le payer. Je vais vous déchiqueter. » Mais c'est une autre façon de déclencher les hostilités. Il y a des gens, Nima, qui pensent que si nous pouvons entrer dans une bonne guerre, une grande guerre, une guerre régionale au minimum, une guerre mondiale si nécessaire, alors nous pourrons nous battre pour sortir de la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons. Et comme tu l'as dit, l'Europe ne se porte pas beaucoup mieux économiquement que les États-Unis. C'est donc une idée très séduisante pour les dirigeants actuels des deux côtés, en particulier en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France. Mais je crois comprendre, d'après ce que j'entends d'autres pays, que certains gouvernements, pas les peuples, les gouvernements, sont prêts à aller dans ce sens. Surtout des pays comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. J'entends dire que la Pologne formule quelques objections, et comme toujours, la Slovénie et Orbán en formulent aussi. C'est bien que la Pologne s'y oppose un peu, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Alors, on se retrouve dans une grande guerre, et on découvre ensuite que ça ne marche pas, parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. L'argent restera en Chine. On ne peut pas envoyer son armée là-bas et piller leurs banques, vous voyez. Et cette histoire de donner des armes à Taïwan pour qu'ils puissent frapper Pékin. Bonne chance avec ça, car ce ne sont pas ce type d'armes, pour commencer. Et ensuite, nous ne leur en fournissons tout simplement pas. Si vous regardez le calendrier de production d'armes aux États-Unis, surtout celles destinées à des alliés comme l'Australie et d'autres, tout est prévu très loin dans le futur, parce que nous n'avons ni les chaînes de production, ni la base industrielle nécessaire pour le faire. Vous pouvez signer des contrats toute la journée, mais vous ne verrez rien être livré. Les Taïwanais le savent. Les Taïwanais ont des années de retard sur des ventes conclues il y a des décennies. Larry, nous savons à quel point les États-Unis ont été prudents jusqu'à présent en évitant d'envoyer des missiles à longue portée à l'Ukraine. Mais tout de même, quand on voit l'escalade des attaques contre les pétroliers, ne penses-tu pas que nous nous dirigeons vers une énorme escalade si l'Union européenne, ou, comme Donald Trump les appelle, l'OTAN, décide d'intensifier les attaques de drones contre les pétroliers russes? Oui, ils vont découvrir très vite à quel point nous sommes un tigre de papier. Le plus ironique, c'est que c'est le mot que Trump a lancé à Poutine, les États-Unis. Et ils vont aussi découvrir à quel point eux-mêmes sont un tigre de papier. Parce que entre nous deux, l'Union européenne, l'OTAN, disons sa composante militaire, et les États-Unis, nous ne pourrions pas aligner une armée capable de vaincre la Chine et la Russie ensemble, et probablement pas capable d'en battre une seule séparément. Certainement pas la Chine. Il suffit de regarder la base industrielle. La Chine construit quoi? 6 navires, 7 navires, 10 navires. Certains mois 20 navires par mois. Nous ne pouvons même pas en construire un. Des sous-marins, nous en fabriquons environ 1,2 ou 1,3 par an, quelque chose comme ça. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, la Chine n'a pas de flotte hauturière. Elle ne s'aventure pas en haute mer. Elle reste en mer de Chine méridionale et dans les eaux voisines. En d'autres termes, dans les eaux chinoises. Eh bien, regardez un peu leur flotte de pêche en haute mer ces derniers temps. 6000 navires partout dans le monde, chaque jour, pêchant dans tous les océans de la planète. 6000 navires, partout. Quel était le dernier chiffre pour la marine américaine?
278, 279, quelque chose comme ça. Oh, ce ne sont pas des navires de guerre. Ah oui? Vous croyez? Vous croyez vraiment? S'il le voulait, il pourrait l'être. Mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est la capacité de la Chine à construire des marines comparée à la nôtre. Elle est écrasante. Et nous revenons donc à mon autre argument, que je maintiens toujours. Si nous nous engageons dans quoi que ce soit, nous allons passer au nucléaire, parce que nous allons perdre. Nous allons perdre horriblement dès les premières phases d'un conflit conventionnel. Alors, nous passons au nucléaire. Excellente solution, l'Amérique. Excellente solution. Vous feriez mieux de vous ressaisir. Vous feriez mieux de vous activer à Pékin. Vous feriez mieux d'être très, très diplomate dans votre demande. Mais vous devez vous adresser au seul pays au monde capable d'éviter cette catastrophe financière qui va faire paraître la crise du logement d'il y a quelques années comme un jeu d'enfant en comparaison. Vous feriez mieux de vous y mettre. Et je pense que Besson le sait. Je veux dire, je ne peux pas imaginer qu'il aborde la nouvelle année en pensant pouvoir vendre 3 000 milliards de dollars de bons du Trésor américain et nous sauver. Donald Trump parle encore du Groenland, Larry, et il part dans tous les sens. Mais le Groenland, il semble que ce soit vraiment sérieux pour lui et pour son administration. Voici ce qu'a dit Donald Trump. Je dois tout régler. Mais lui, il pensait très fermement que nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale, pas pour les minerais. Nous avons déjà tant de sites pour les minerais, le pétrole et tout le reste. Nous avons plus de pétrole que n'importe quel autre pays au monde. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Et si vous regardez le Groenland, le long de la côte, il y a des navires russes et chinois partout. Nous en avons besoin pour la sécurité nationale. Il nous le faut absolument. Et il voulait mener la charge. Alors aujourd'hui, nous faisons de lui, Marco, un envoyé spécial au Groenland. Le Groenland, c'est une affaire importante. Ouais. Qu'est-il arrivé à la doctrine Monroe, Donald? Des navires russes et chinois tout le long de la côte Est. Qu'est-il arrivé à la doctrine Monroe, Donald? Cet homme parle avec une langue fourchue. Il parle avec une langue de vipère. Mais il dit la vérité sur le danger dans lequel se trouve l'Empire. Et il tend la main, essayant de s'emparer de tous les atouts qu'il peut. Bon sang, cet homme voulait le Canada pour renforcer l'Empire. Mais je suis désolé, ça ne va pas marcher. Parce que ce qui va faire tomber l'Empire, c'est ce qui a fait tomber la plupart des empires dans l'histoire humaine. Cette prodigalité finale dans leurs dépenses, qu'ils dépensent en lingots d'or, en lingots d'argent ou en soie. Des roubles ou des dollars. Et le dollar a le défaut supplémentaire de n'être adossé à pratiquement rien. Il pense qu'il est garanti par tous les actifs que nous possédons et par ceux qu'il essaye d'acquérir, comme le Groenland. Je suis désolé, mais cela ne change strictement rien à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est nous qui l'avons créé. Tout comme nous avons créé Bretton Woods, l'OMC, le FMI et tout le complexe d'après-guerre sur un monde prostré, car toutes les grandes puissances étaient prostrées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Même nos alliés, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique, la France, le Japon, nos ennemis. Nous l'avons créée et maintenant nous l'avons détruite. Nous l'avons détruit par notre avidité, notre cupidité, notre incapacité à coopérer, notre incapacité à comprendre ce que la fin de la guerre froide signifiait réellement. Oui, cela a marqué la fin de l'Empire soviétique, mais Poutine l'a vu aussi et a pris les bonnes mesures après s'être débarrassé du buveur, Boris Eltsine. Les bonnes mesures pour remettre le navire russe sur une trajectoire directe vers la solvabilité budgétaire
et une situation économique solide que personne ne pensait qu'ils pourraient atteindre. Et ils sont aujourd'hui en très bonne forme. Ce n'est pas parfait, mais ils sont en bonne forme. Et avec la Chine comme allié, ils sont en encore meilleure position. On me dit « Oh non, la Chine et la Russie. La Chine est là-bas en Extrême-Orient. Elle prend le territoire russe. Elle fait ceci et cela. » Ce n'est pas pour cette raison qu'ils agissent ainsi. Et Poutine sait ce qu'ils font, et il s'en réjouit, car il n'a ni l'argent, ni les ressources, ni les moyens d'aller sur le terrain et de faire ce qu'ils font. Eux, ils sont tellement riches qu'ils peuvent le faire et s'en tirer. Maintenant, cela pourrait devenir un problème tôt ou tard, car le Lebensraum, l'espace vital, est aussi ce que les Chinois recherchent. Mais cela peut aussi se régler. Si nous considérons ce monde comme un monde à pôles multiples, où nous devons tous partager et coexister, en somme. Nous n'y parviendrons jamais parfaitement, mais eux le comprennent, pas nous. Nous essayons encore de revenir à l'ancien monde où nous étions, vous savez, les maîtres de la colline, et où personne d'autre ne pouvait nous défier. Désolé, c'est fini, c'est terminé. Et vous allez descendre de cette colline l'année prochaine, de manière spectaculaire, parce que, en ce temps, vous serez. Larry, comment vois-tu la situation entre Israël et la Turquie? Il semble que tu suives, je sais que tu suis, les médias israéliens. Et quand on regarde les médias israéliens, on a l'impression que leur rhétorique envers la Turquie s'intensifie. Autrefois, ils parlaient de la Turquie comme d'un voisin, tu sais, d'un allié proche, membre de l'OTAN, quelqu'un avec qui ils pouvaient traiter. Mais maintenant, il semble qu'avec le temps, ils considèrent la Turquie comme le pire ennemi d'Israël. C'est pour cela que Netanyahou parle de Chypre et de la Grèce. Il connaît les tensions à Chypre, entre le nord et le sud de l'île, entre la Grèce et la Turquie. C'est pourquoi il essaye de se rapprocher de la Grèce. Et voici ce que Netanyahou a dit, Larry. Ils pensent pouvoir rétablir leurs empires et leur domination sur nos terres. J'ai envie de dire qu'ils oublient. Cela n'arrivera pas, qu'ils n'y pensent même pas. Nous sommes déterminés et capables de nous défendre, et notre coopération renforce encore cette capacité. Ensemble, nous trois véritables démocraties de la Méditerranée orientale feront progresser la sécurité, la prospérité et la liberté. Oui. Quelles sont les trois véritables démocraties de la Méditerranée orientale? Certainement, il n'en fait pas partie. Mais quels sont les deux autres? Parle-t-il de la Jordanie? De qui parle-t-il? Je veux dire, parle-t-il du Liban? De qui parle-t-il? Remarquez qu'il parle à nouveau en anglais. Maintenant, laissez-moi vous donner un peu d'histoire. Vous la connaissez, j'en suis sûr. Il y a environ 1 an, j'ai demandé à l'un des professeurs les plus brillants que j'ai jamais rencontrés de me donner sa meilleure idée sur la façon dont la déclaration Balfour a vu le jour. J'ai relu l'article hier soir. Il fait environ 120 pages, avec une multitude de notes de bas de page et de sources primaires tout au long. Je m'y attendais. Ce que j'aurais dû faire, c'est sortir aussi toutes les sources primaires que je possède. Je vais faire cela et les examiner. Je veux dire, cela va de Lloyd George à Winston Churchill, de Balfour lui-même à Woodrow Wilson et au colonel House, toutes les personnes qui ont joué un rôle dans ce que nous vivons aujourd'hui. Dans la marge droite de l'une des pages, j'ai écrit à l'encre verte pour ne pas le manquer. J'ai écrit « La perfide Albion est fidèle à son nom » parce que j'examinais ce que les Britanniques avaient fait pour créer Israël, malgré les vives objections de leur propre ministère des Affaires étrangères. Tout comme nous l'avons fait avec Harry Truman, malgré les fortes objections de notre département d'État et de l'état-major interarmé. J'ai prononcé un discours à ce sujet au National Press Club il y a quelque temps, où j'ai tout passé en revue.
Quand on regarde cela et qu'on comprend comment Israël a évolué, la seule conclusion à laquelle on puisse arriver, enfin, je pense qu'il peut y en avoir plusieurs, mais une solide, c'est que tout cela est l'héritage du peuple britannique, qui s'efforçait farouchement de maintenir son empire, lequel déclinait aussi vite que le nôtre, voire plus vite. En même temps, il cherchait à se couvrir en le confiant, d'une certaine manière, aux États-Unis, selon les circonstances, de temps à autre. Et c'est une combinaison d'événements qui montre à quel point une mauvaise politique peut se multiplier au fil des années et se transformer en désastre, ce qui est effectivement arrivé aujourd'hui. Et en même temps, et c'est en lien avec votre question, je regarde l'Empire ottoman et j'observe comment ils le prennent, comment ils y font face, comment ils en sont frustrés, et ainsi de suite. Ce qui se passe à nouveau aujourd'hui, en ce moment de changement décisif dans le monde, c'est que les dirigeants de l'Est, y compris Ankara, et je ne parle pas nécessairement d'Erdogan en tant que tel, mais de la direction turque, y compris leur armée, que j'ai toujours trouvée plutôt compétente, qu'ils soient en train de perpétrer un coup d'État pour prendre le pouvoir ou qu'ils restent tranquilles en marge, réexaminent tout cela maintenant. Ils constatent que l'expérience, pour ainsi dire, n'a pas très bien fonctionné, et nous en payons aujourd'hui le prix pour cette mauvaise politique menée pendant toutes ces années, presque un siècle. Ils essayent de comprendre quoi faire. Netanyahou n'est pas un imbécile, c'est un meurtrier, un maniaque homicide, un fou à certains égards, et fou a ici une définition très précise. Mais il n'est pas stupide, c'est un homme intelligent. J'ai déjà mentionné qu'il cherche maintenant des endroits où planter son drapeau, maintenant qu'il voit l'Empire rencontrer de réelles difficultés. Mais en même temps, il y a entre lui et cette capacité une force intermédiaire, celle de se déplacer et de faire la même chose à d'autres puissances comme la Chine, qu'il a déjà fait à nous. Devenir leur vassal, leur chien d'attaque, peu importe comment on veut l'appeler. Erdogan se dresse sur son chemin. Et les futurs dirigeants turcs pourraient aussi lui faire obstacle. C'est un grand pays, un pays puissant, et il est très bien situé sur le plan stratégique, plus stratégiquement situé que le Liban ou même qu'Israël lui-même, lorsqu'on parle de dominer cette région particulière du monde, militairement, économiquement ou autrement. Nous verrons donc Netanyahou prêter de plus en plus attention à Ankara, car il représente un obstacle, et il les appellera l'Empire ottoman. Il dira qu'ils veulent rétablir l'Empire ottoman. En un sens, il a raison. Il regarde ce que cela a produit et pense qu'on aurait dû les écouter, qu'on aurait dû davantage coopérer avec eux, surtout les Britanniques, au lieu de les trahir. Donc oui, je récite beaucoup d'histoires ici, mais l'histoire est importante. Et je pense que Netanyahou a trouvé à qui parler. Je pense qu'il a trouvé son égal sur tous les plans. Et tôt ou tard, il va s'en rendre compte. Et cela m'inquiète aussi. Parce que je pense que, tu sais, l'idée était d'en finir avec le Liban, d'en finir avec Gaza. Et il s'en sort très bien à Gaza en ce moment. Il est en train de tout ravager. D'en finir avec la Cisjordanie, peut-être même avec la Jordanie. J'ai bien dit, en finir avec le Liban. Faire certaines choses en Syrie, s'il le peut, puis aller en finir avec l'Iran. Mais le changement de plan récent, et je tiens cela d'une source plutôt fiable, consistait à mener toutes ces autres opérations, des guerres sur plusieurs fronts, si l'on veut, et à laisser les États-Unis, soit en les incitant, Trump étant le principal instigateur, soit en l'exigeant simplement, en disant quelque chose comme « j'utiliserai une arme nucléaire contre eux si vous ne le faites pas », faire en sorte que Trump en finisse avec l'Iran. Je ne pense pas que cela fonctionnera, mais je crois que c'est ainsi qu'il raisonne en ce moment. Je pense qu'il a une nouvelle idée maintenant, car il a un voisin au nord qui n'est pas très favorable à cela et qui ne le laissera pas reprendre la guerre contre l'Iran
sans conséquences, sans répercussions. Donc, là aussi, c'est un tableau mitigé. Mais je reviens à mes déclarations initiales. Tout va partir en vrille quand Scott Bessent se retrouvera avec un déficit de 3 000 milliards de dollars au début de la nouvelle année et que personne ne voudra acheter nos bons pour le financer. Je ne sais pas ce que cela signifiera pour Israël en tant qu'Israël, mais je sais que l'avenir d'Israël est de courte durée, très courte durée. En tant qu'État juif, c'est fini. En tant qu'État du Levant, qui est essentiellement une entité totalitaire d'apartheid, il pourrait probablement subsister un peu plus longtemps. Mais même cela sera discutable, car nous ne serons plus là pour les utiliser comme nous l'avons fait par le passé, puisque nous n'allons plus utiliser personne. Nous n'aurons plus les moyens d'utiliser qui que ce soit. Nous rentrons à la maison. We're coming home.